dès maintenant et après on enregistre. Ok, super. Ok, je fais rentrer tout le monde. Je branche mon ordi et c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Ok. Ok. Ça va? Tout le monde m'entend? Ok, parfait. Alors, bonjour à tous pour ce dernier meet-up Paris Machine Learning de la saison. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir les vainqueurs du challenge de l'ACPR, ACPR Banque de France, sur l'explicabilité des algorithmes. Les intervenants seront Marie-Pierre Rancher et Antoine Delanglois de Zelros. Donc, ils vont nous parler pendant une demi-heure des méthodes qui leur ont permis de monter sur le podium de ce challenge ACPR Banque de France. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc je laisse tout de suite la parole à nos experts afin de profiter de ce qu'ils ont à nous dire. C'est à vous, Marie-Pierre, Antoine. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par introduire Zelros et puis par ajouter une précision. Voilà, on était trois sur le podium, hein. Il y avait Quantmetry, Zelros et un groupe dont H2O.ai. Donc, avec Marie, on est data scientist chez Zelros, donc depuis 3 ans pour Marie, 2 ans pour moi. Zelros est une insurtech française qui propose une plateforme aux assureurs pour améliorer l'expérience client. Pour ça, on intègre plusieurs technologies d'intelligence artificielle, donc analyse de texte, NLP, reconnaissance de documents, donc carte d'identité, constat automobile, questionnaire médical, calcul d'appétence client. On travaille depuis plusieurs années sur la dimension éthique et responsable de l'IA. D'abord, on a commencé par un partage sur GitHub d'une structure de ce qu'on a appelé un ethical report, qu'on a ensuite implémenté de façon à ce qu'à chaque fois dans notre plateforme, on génère un modèle, on ait également ce rapport éthique et on continue à l'améliorer au fur et à mesure. Vous pouvez voir d'ailleurs sur le fond d'écran de Marie, moi je n'ai pas réussi à le mettre, mais cette semaine, on a une nouvelle version de notre produit, la Bossa Nova, et dans lequel on a ajouté dans le rapport éthique 2 nouveaux paragraphes, un sur des variables protégées et un autre pour les émissions carbone lors de l'entraînement. On participe aussi, et j'arrête après pour la présentation de Zelros, à des groupes de travail type UpFrance IA ou Impact IA pour réfléchir et contribuer à une IA plus responsable. Donc, le 30 juin, le 1er juillet, donc la semaine dernière, l'institution de régulation des banques et assurances françaises, donc l'ACPR, c'est pour Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, a organisé un tech sprint d'explicabilité. Donc, il s'agissait d'expliquer le comportement d'un modèle de risque crédit qui était exposé en API. Et les destinataires de cette explication, il y en avait 3. Il fallait imaginer qu'on expliquait le comportement de l'algorithme pour un client, pour un conseiller et pour un auditeur. Et donc, on a monté une équipe en interne et on s'est préparé. Voilà, donc comment on s'est préparé? Eh bien, effectivement, 3-4 semaines avant le jour J, on a constitué une équipe de 5 personnes. On a planifié des workshops de 1h30 par semaine pour se retrouver malgré le planning chargé de la Bossa Nova Release. Et on s'est appuyé sur une documentation très riche que nous avaient envoyée les organisateurs du défi, contenant des précisions sur les objectifs et sur ce qui n'était pas objectif d'ailleurs, fournissant un grand nombre de références fonctionnelles et techniques. D'ailleurs, heureusement qu'ils nous ont fourni cette documentation parce que, bon, habituellement, un défi, on sait un peu ce que c'est un type Kaggle, on sait d'avance qu'on aura à disposition un dataset, qu'il faudra entraîner un modèle dessus,
qu'on aura à obtenir le meilleur score possible, c'est-à-dire un résultat quantifiable. Ici, on nous demandait d'expliquer quelque chose, ce qui est très original, inédit même, me semble-t-il. Expliquer, c'est quelque chose de subjectif, non quantifiable. Donc, voilà, on était vraiment face à une énorme boîte noire, vraiment, qu'on ne savait pas trop comment attaquer. Donc, du coup, on s'est documenté, déjà fonctionnellement sur le fonctionnement des crédits à la consommation. On a même interviewé un conseiller bancaire qui nous a expliqué comment il traite ses dossiers, comment il prend ses décisions, comment il utilise les outils qu'il a à disposition, parce qu'ils ont des outils, pas forcément de machine learning, enfin ils ont des outils. Et puis ils nous ont donné aussi, il nous a aussi donné le pourcentage de dossiers qu'il a acceptés depuis une dizaine d'années, donc ça donnait voilà, des bonnes idées déjà. Et puis techniquement, on s'est préparé déjà à interroger une API, parce qu'on n'avait que ça pour avoir accès aux boîtes noires du défi. On a préparé du code, on s'est dit, pour générer de la donnée. On s'est dit qu'on allait générer nous-mêmes notre dataset, finalement, à défaut d'autre chose. Et puis, on a préparé du code donc, pour générer cette donnée, entraîner notre propre modèle sur ces données pour faire un surrogate model et pouvoir appliquer nos outils habituels d'explicabilité. Voilà comment on s'est préparé. Et puis est arrivé le jour J. Voilà, donc une fois sur place, nous avons tiré parti de cette préparation. Donc Nicolas était prêt pour interroger l'API et nous renvoyer un résultat exploitable, sachant qu'en gros, on lui fournissait des JSON et il nous renvoyait ensuite, après avoir sollicité l'API, ce JSON complété avec le résultat de la prédiction. Donc c'était vraiment très confortable pour les data scientists de pouvoir compter sur cette assistance technique et de façon transparente. Isis, elle, a pris les choses en main pour orchestrer les opérations. Donc, il faut savoir qu'à l'issue de la première journée, il y avait un rapport complet à fournir. Et donc, il était important qu'on ait bien ça en tête et qu'on continue à le documenter au fur et à mesure. Donc, Isis nous arrêtait à peu près toutes les heures pour qu'on fasse un petit point de 5 minutes où on disait chacun voilà, où est-ce qu'on en était, sur quoi est-ce qu'on bloquait, de façon à ce qu'on priorise. Julien, lui, il a travaillé sur l'encapsulation des échanges avec l'API pour pouvoir utiliser SHAP. On a appris après coup et en discutant avec les autres équipes que ça avait été un point dur. L'équipe organisatrice, d'ailleurs, vers midi, je crois, a envoyé voilà, un petit coup de main pour ceux qui n'avaient pas réussi. Donc, pour pouvoir utiliser SHAP et puis récupérer de la boîte noire des informations utiles. Marie, quant à elle, a fait beaucoup d'exploration de données en extrayant les valeurs observées sur les données qui nous étaient fournies. Il faut savoir qu'on avait de mémoire 5 modèles A, B, C, D, X, et pour chacun, on avait quelques jeux de données qui étaient fournis en exemple, plus ou moins en fonction de la complexité du modèle. Marie a également travaillé sur les modèles de substitution. Et pour ma part, j'ai principalement travaillé sur la partie génération de données. Donc, la coordination a été vraiment cruciale, puisque en explorant les données et en discutant avec Marie, on pouvait récupérer des modalités de valeurs, donc soit pour les valeurs continues des ranges, pour les valeurs catégorielles, donc une liste. Et c'est ça qui a permis d'affiner la génération de données pour qu'on puisse générer des échantillons de clients avec des valeurs plausibles. Premier point de coordination important. Second, une fois les données générées, donc on génère des données dans le format qui va bien pour pouvoir interroger l'API, il fallait pouvoir récupérer les prédictions. Donc là, on passait par Nicolas. Une fois qu'on avait les données générées complétées avec les prédictions, ça nous permettait d'avoir un dataset qui pouvait à ce moment-là être utilisé dans la création de modèles de substitution, donc ce que faisait en particulier Marie. Enfin, voilà, ces modèles de substitution étant disponibles et étant eux des formes de boîtes blanches, on pouvait affiner l'analyse et itérer à nouveau. Donc maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on a pu partager au jury. Hop, donc est-ce que c'est bon? Vous voyez mon écran? Ok. Alors,
Donc, c'était une présentation de 5 minutes, donc ça tombe bien là pour le timing qu'on a nous. On leur a présenté donc notre démarche, notre stratégie avec un focus sur les profils types, qu'on a appelé persona. Enfin, un exemple avant de conclure. Première étape, on leur a mis ça devant. Donc, ce graphique voilà, assez illisible, on l'a généré à partir de 100 000 échantillons. Pour le modèle A, il nous mettait à disposition, je crois, 1000 échantillons d'exemples. Au bout de la première demi-heure, on avait regardé un peu ce qu'il y avait dedans, les modalités, on avait affiné le générateur d'échantillons qui nous a permis d'en générer 100 000, voilà, ça prend 1 minute, et ce qui nous a permis d'avoir une vision globale. Parce que dans les échantillons fournis, les 1000, là, c'était déjà assez biaisé, puisqu'il y avait, je crois, 4 modalités simplement pour l'âge. Là, on a pu le faire de façon beaucoup plus large. Bref, là où je veux en venir, c'est que ce graphique qui affiche en abscisse l'activité pour les 6 derniers mois dans le compte courant et en ordonnée le taux de défaut, donc, ce qui était renvoyé par l'API, donc le risque que le client a de ne pas payer en fait, son prêt à la consommation. C'est assez illisible, c'est-à-dire qu'on voit des valeurs qui évoluent entre 47 et 53%, mais on ne sait pas déterminer l'impact précis de l'activité du compte courant. Bref, c'était une introduction pour montrer déjà, on est dans une situation là, on ne peut pas expliquer grand-chose. Donc, notre stratégie, c'est de prendre le parti d'expliquer dans un style humain. On avait 7 variables pour ce modèle. Donc, l'âge, la situation familiale, la situation en termes de logement, le nombre de mois depuis le dernier crédit de consommation, la somme des autorisations de découvert, et enfin, le nombre de variations sur le compte d'épargne dans les 6 derniers mois, et la même chose, mais pour le compte courant. On a séparé ces variables en 2. Une partie, les 3 premières, là, âge, situation familiale et logement, on a considéré comme inhérentes aux clients. Donc des variables qui ne sont pas susceptibles de bouger comme ça. Les autres, qu'on a considérées comme actionnables, on s'est dit on va les faire varier. Donc dans cette logique de persona, et comme on était en temps contraint, puisque je vous rappelle, on n'avait que quelques heures pendant le tech sprint, on s'est focalisé sur 3 personas. Le premier, Julien, 20 ans, locataire, célibataire. Le second, Nicolas, 35 ans, propriétaire, marié. Et enfin, Isis, 50 ans, locataire, marié. Avec cette stratégie, on a réutilisé le générateur de données, où on a fixé, comme je le disais, les variables qu'on a considérées comme variables de vie, les variables qui ne bougent pas. Donc, on a généré ici 100 000 Juliens. Donc, 20 ans, célibataire et locataire. Et avec ces variables fixées, toutes les autres, on les a fait varier. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que quand on affiche maintenant le même graphique que tout à l'heure, avec le nombre de variations dans le compte courant sur les 6 derniers mois, on voit apparaître des choses qui sont un peu plus explicables. De façon très concrète, on voit que si on a peu d'activités, donc là, si tous les Juliens qui avaient moins d'une centaine d'activités sur leur compte courant dans les 6 derniers mois, eh bien, on voit apparaître un taux de défaut qui est en dessous des 20%. D'un autre côté, si on a une activité assez importante, au-dessus d'un certain seuil, là, on voit un phénomène inverse où on voit que ce taux de défaut, il grimpe à peu près 50%. Donc là, c'est là où on voit les parties 1 et 2. Donc, c'est ce qu'on a montré et c'est l'idée là de ces personnages. Donc, pour conclure, j'ai dit que je restais sur 5 minutes. D'un point de vue technique, on a travaillé donc sur la génération de données, on a utilisé SHAP, on a fait le modèle par substitution, on a pu aller sur l'ensemble des modèles qui avaient été proposés, même si on a passé plus de temps sur le premier modèle, le modèle A. On en aurait eu plus, on aurait fait un peu de clustering, peut-être en non supervisé, là, pour regrouper un peu la base de départ de persona. Parce que, par exemple, d'un point de vue métier, on aurait très bien pu prendre un Julien A, qui était un Julien, donc, mais avec une activité faible sur son compte courant, et un Julien B, second persona, avec là une activité plus importante. Et on aurait itéré comme ça encore. Donc, voilà pour la stratégie et la présentation qui a été faite au jury. Donc là, vous voyez voilà, l'origine des prénoms des personas, qui sont les membres de l'équipe.
Et maintenant, je vais laisser Marie parler de Chap, de faire un petit focus, puisque c'est vraiment un outil très intéressant pour l'explicabilité. Merci Antoine. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voyez mon écran? Pardon. Bon, je vais commencer. J'ai perdu l'écran, mais c'est pas grave, je pense que vous m'entendez. Alors, donc Chap, c'est la librairie qu'on a utilisée qu'on utilise d'ailleurs de manière courante chez nous pour faire l'explicabilité. Je pense que c'est d'ailleurs assez classique. Donc Chap, c'est une librairie qui a été développée en 2017. Elle calcule pour chaque feature de chaque individu du dataset une importance. Et les propriétés importantes justement de ces Shapley values, c'est qu'elles sont additives. Donc, une fois qu'on a calculé l'importance de chaque feature de chaque individu, on peut en déduire eh bien, l'importance globale du modèle ou alors faire des sous-ensembles qui ont du sens. Et Chap fournit un certain nombre de graphiques qui permettent d'interpréter les résultats de façon très visuelle. Alors, je vais vous montrer dans l'ordre un certain nombre de visualisations. Alors, la première, c'est celle qu'on a le plus l'habitude d'utiliser et de voir. C'est celle-ci où on voit... alors là, est-ce que ça gêne? Je ne sais pas. Bon. On voit de manière assez classique l'importance des variables, classées de la plus importante à la moins importante. Donc là, on est sur le modèle dont a parlé Antoine tout à l'heure. C'est un modèle assez simple de classification binaire qui prédit 1 pour le défaut, 0 pour le non-défaut, et qui a 7 variables seulement. Alors ici, on constate que c'est la situation logement qui est la variable la plus importante. Ensuite, c'est le nombre de variations sur le compte courant, etc., jusqu'à la situation familiale. Donc là, sur la partie gauche, on a l'importance des variables de manière assez classique, comme on peut le voir habituellement avec d'autres outils. L'intérêt de Chap, c'est que ici, par variable, on a tous les points du dataset qui sont représentés, d'une part. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de petits points. Et en plus, on a des couleurs qui indiquent la valeur de chacune des features. Alors, par exemple, là alors, je vais prendre l'âge, par exemple, qui est une feature assez simple à comprendre. L'âge, ce qu'on voit, c'est que sur le côté, sur la partie droite, donc l'âge, c'est l'avant-dernière feature, on a plutôt du bleu, ce qui signifie que ce sont les âges faibles qui poussent le modèle à prédire plutôt du 1, donc un défaut. Et côté gauche de l'axe vertical, c'est plutôt des valeurs élevées de l'âge, rouge, qui montrent que quand on est un peu plus âgé, on fait moins souvent défaut. Donc de la même manière, si on regarde la situation logement, qui est la première feature, qui est une feature catégorielle, donc en bleu, ça signifie locataire, et en rouge, ça signifie propriétaire. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on est propriétaire, on fait moins défaut que quand on est locataire, globalement. C'est l'impact que ces features ont sur le modèle. Alors maintenant, on va creuser un peu, parce que ça, c'est l'explicabilité globale. Si on creuse un peu, qu'on s'attache à regarder l'âge. Alors ici, on a les Chap values de l'âge en fonction des âges. Et déjà, on a un peu plus de précision que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vu que quand on était jeune, on avait plus tendance à faire défaut que quand on était âgé. Ici, on a une indication de l'âge à partir duquel cette tendance, le changement de comportement se fait. Donc là, c'est autour des 55 ans, je dirais. Ici, donc de 20 à 55 ans, les Chap values sont plutôt élevées. Elles tendent le modèle, elles poussent le modèle à prédire plutôt du 1. Et au-delà de 55 ans, elles sont plutôt inférieures, donc elles poussent le modèle à prédire le non-défaut. Alors c'est déjà bien, on progresse dans l'interprétabilité, dans la précision des informations qu'on récupère. On peut encore ajouter de l'information. Ici, sur le même graphe finalement, j'ai ajouté une information supplémentaire qui concerne la situation logement de chacun des individus.
c'est ce qui se traduit par la couleur. Donc, en bleu, ce sont ceux qui sont locataires, et en rouge, ce sont les propriétaires. Donc, on a toujours la limite de 55 ans, avec voilà, les gens qui font plutôt plus défaut avant, moins défaut après. Mais non, on a un détail supplémentaire qui indique, ça se voit assez bien, on voit que la couleur bleue, pour les moins de 55 ans, elle est au-dessus de la couleur rouge, ce qui signifie que ce sont plutôt les locataires de moins de 55 ans qui font défaut. En revanche, sur la partie droite, pour les gens qui ont plus de 55 ans, c'est plutôt les points rouges qui sont au-dessus des points bleus, ce qui signifie que ce sont plutôt les propriétaires qui font défaut. Et ça, c'est une information qu'on n'avait pas dans les 2 premiers graphes. Donc, c'est quand même vraiment intéressant d'utiliser un maximum des outils proposés par Chape pour affiner et même rendre juste l'interprétation des résultats du modèle. Enfin, Chape permet une explicabilité locale. Là, par exemple, si je reprends les personas évoqués par Antoine tout à l'heure, sur Julien, qui a 20 ans, locataire, célibataire, là, si je fais juste une analyse sur un Julien qui ressemble à ça, il a plutôt tendance à faire défaut, comme on le voit sur le graphe du haut, là. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a une valeur de base, qui est un peu la moyenne de toutes les Chape values de tout le dataset. Et puis, on a la Chape value du Julien en question, qui est supérieure et qui est décomposée de la façon suivante par les Chape values de chacune de ces features. Et la taille de chacun des rectangles, c'est la contribution, c'est l'importance de la contribution de chaque feature à cette prédiction. Donc là, on voit que pour ce Julien-là, c'est la situation logement qui a eu le plus gros effet. Et globalement, l'ensemble des features a un effet négatif, c'est-à-dire que ça, enfin positif finalement, puisque ça tend vers le 1, la prédiction du 1, c'est-à-dire le défaut. Et en revanche, là, j'ai pris un deuxième exemple avec un Julien qui, du coup, était propriétaire, puisqu'on a vu que c'était cette feature-là qui avait la plus grande influence. J'ai pris un Julien propriétaire, et là, cette fois, c'est toujours la situation logement qui a un gros impact, mais qui tire le modèle vers la prédiction du 0, donc vers le non-défaut. Voilà. Bon, après, on peut prendre les autres personas. Voilà, ici, j'avais Nicolas, qui fait plutôt pas défaut globalement. Après, si on bouge certaines variables actionnables, comme le nombre le temps depuis le dernier crédit ou les mouvements sur le compte courant, si on bouge ces choses-là, voilà, ça peut faire défaut à un Nicolas qui, naturellement, ferait plutôt pas défaut. Bref, voilà. Donc, c'était pour montrer rapidement quelques exemples comment on peut utiliser Chape, comment on l'a utilisé en tout cas pour ce défi. Voilà, pour conclure sur cette expérience, ce que nous avons retenu, c'est la force du travail en équipe, donc avec une bonne coordination, puisqu'on avait donc des data scientists, mais on avait aussi une personne product owner et un développeur, et clairement, ça a été déterminant dans l'issue. Le challenge que représente une explication dans un style humain, donc vraiment se mettre à la place des personnes à qui on veut expliquer le sujet. Et enfin, c'était un très bon moment avec une compétition bienveillante et puis une organisation voilà, nickel. Donc, n'hésitez pas si vous avez l'occasion de participer à ce type de challenge. C'est vraiment très, très intéressant. Maintenant, peut-être place aux questions. Oui, on va prendre des questions. Il y en a, pour le moment, il n'y en a qu'une seule. Déjà, avant de laisser la place aux questions, je tenais à vous remercier. Vous avez été synthétique et c'était particulièrement intéressant. Ok, alors maintenant, en ce qui concerne les questions, alors Vincent vous demande, alors Marie-Pierre et Antoine, n'hésitez pas à lire en même temps que moi, c'est de l'explicabilité a posteriori qui caractérise le modèle. Est-ce que vous avez une idée du lien avec le dataset, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi représentatif du dataset? Ça vous parle cette question? Alors, est-ce que tu veux dire, Vincent, quand tu parles est-ce que c'est aussi représentatif du dataset, est-ce que tu veux dire parce qu'on s'est basé sur un modèle surrogate, c'est pour ça que tu parles de représentativité,
Vincent, n'hésite pas à brancher ton micro, la caméra, c'est comme tu veux, mais les micros, n'hésite pas à le poster à l'oral. Ça ira plus vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, bonjour. En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que ces caractéristiques du modèle, est-ce que ces personas, si on les construisait à partir du dataset, est-ce qu'on aurait les mêmes caractéristiques pour les personas qu'on construirait à partir du dataset? Alors, quand tu parles du dataset, tu parles du dataset qui était fourni, parce que Oui, oui, oui. la spécificité ici, c'est qu'on n'avait pas de dataset. Donc, ils nous ont donné quelques exemples de formats de clients, mais justement, c'était tout l'intérêt de la situation, c'est qu'on n'avait aucune idée des datasets. Ok. Et on peut imaginer effectivement que en creusant, et puis il y a des techniques aussi d'attaque de la fonction de prédiction, on aurait pu déterminer avec un peu plus de précision si une valeur était bien dans le dataset. Mais clairement, c'était pas vraiment. Enfin, on a fait abstraction de cette partie-là. Ouais, je suis désolé, j'ai pas pu tout suivre, donc désolé, c'est ma question. Au début. Pas de problème, c'est intéressant, ça permet d'insister sur le fait que là, on était vraiment dans des circonstances où on ne sait pas comment et sur quoi a été entraîné le modèle. C'est juste le format des données qui sont attendues. Ok. Et C'est ça. En fait, c'est pas du tout similaire. Enfin, juste un mot hein, pour bien fixer ceux qui sont arrivés un peu en retard. C'est pas du tout similaire aux compétitions Kaggle traditionnelles où on doit fournir le meilleur modèle qui va faire les meilleures prédictions. Là, c'est pas du tout ça. Hein. En fait, on leur donnait en quelque sorte des boîtes noires et à l'intérieur de ces boîtes noires, il fallait se débrouiller pour en quelque sorte les rétro-ingénierer de la meilleure façon possible. Enfin voilà, voilà. N'hésitez pas, Antoine, Marie-Pierre, je sais pas, ça répond à ta question? Oui, Vincent merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, j'ai une autre question, en fait. Et on pourra peut-être prendre celle de Ketia juste après. Est-ce qu'on n'a pas… Alors, peut-être que je n'ai pas bien compris, en fait, comment ça marchait tout ça, mais est-ce que on n'a pas potentiellement des petits problèmes de paradoxe de Simpson dans ces données, en fait? C'est-à-dire qu'on creuse au fur et à mesure, on a l'air de faire un peu du p-hacking, en fait, d'une certaine manière. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'on est dans l'explicabilité de ces modèles AI? En fait, pour moi, le terme même d'explicabilité me semble super lourd à essayer de reprendre parce que l'explicabilité, c'est beaucoup de choses. Comment est-ce que vous approchez ça? Je ne suis pas du tout expert dans le domaine, donc j'aimerais avoir votre retour, puisque vous êtes data scientist, donc vous avez déjà vu ces problèmes d'explicabilité de façon évidente, et puis de paradoxe de Simpson et de p-hacking. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça? là, pour répondre déjà sur la partie paradoxe de Simpson, c'est très difficile de trouver des variables de confusion et on n'a pas fait du tout d'inférence causale ou d'approche. On était vraiment dans une boîte noire. Donc, voilà, paradoxe de Simpson, voilà, on ne pouvait pas vraiment le jauger. Sinon, effectivement, l'explicabilité, c'est quelque chose de très compliqué et c'est pour ça que la façon dont ça a été pris par la CPR est intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont dit, en gros, expliquer le comportement de ce modèle à un client ou à un auditeur ou à un conseiller. Et donc, on prend les choses en partant du résultat. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un sujet très compliqué, mais aussi très intéressant parce que avec toutes les normes et les évolutions là, de régulation au niveau de la Commission européenne, là, le 21 avril, ils ont sorti une proposition. On voit bien déjà que ce type de modèle de scoring pour le risque de défaut au client, déjà, il est qualifié des plus risqués. Et ensuite, on va se retrouver dans une situation où il y a beaucoup de modèles sur le marché, mais comment est-ce qu'on fait pour jauger et pour y avoir confiance? Donc, il faut se mettre dans cette situation-là où on ne sait pas comment ça a été construit et on essaye de l'expliquer. Mais clairement, l'expliquer complètement, pour moi, c'est impossible. Mais en se mettant dans un certain contexte, et c'est ce qu'on a essayé de faire, l'idée qu'on a eue sur cette stratégie de persona, de se mettre du point de vue d'une personne et de lui expliquer de façon intelligible. Donc, je ne sais pas si ça répond bien, mais c'est ce que je peux dire. Ok. Pierre, il y a Pierre qui veut prendre la parole. Igor, Merci. ok pour toi? Vous m'entendez? Oui. Vas-y, Pierre.
Super. Je me posais une question probablement idiote, mais si je ne la pose pas, je vais rester idiot. J'ai du mal à voir la différence avec quelque chose de type Kaggle, à part l'étape évidemment où on génère les données. Mais pour moi, ça se réduit à partir du moment où on est capable de rentrer les données et d'avoir un dataset de sortie finalement, on se retrouve dans le... Je ne sais pas si vous connaissez la blague du mathématicien et de l'œuf, mais on se retrouve finalement au problème précédent parce qu'on a un dataset à analyser et on doit trouver le modèle finalement qui correspond, qui permette un autre apprentissage et de sortir un algo. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si, si. Alors, une des différences quand même, c'est que là, on n'avait pas du tout, enfin, le travail n'était pas du tout sur l'optimisation de métriques, par exemple. Ça, on s'en fichait, quoi. Nous, en fait, notre travail, ça a été d'essayer d'émuler le modèle boîte noire avec une boîte un peu plus blanche sur laquelle on pouvait appliquer nos outils habituels d'explicabilité. Mais ce n'était pas du tout une question de calculer le meilleur score, de tuner des paramètres, des choses comme ça. C'est quand même pas... Et on a créé nous-mêmes un dataset qui était quand même très approximatif, qui n'était pas celui qui... Enfin voilà, on crée un peu tout. Et même créer la target. Il a fallu la créer, la target, à partir des probas qu'on recevait de l'API. Enfin, c'est quand même pas le même but du tout. Oui, ça n'a rien à voir. En fait, il Je faut... suis d'accord, mais la technique, la méthode plus exactement. Bon, pour la méthode, je ne sais pas exactement si c'est utilisé aussi sur Kaggle, j'imagine, hein, mais là, on était dans un contexte différent, on avait quelques heures. On ne connaissait absolument pas le modèle avant d'arriver, donc même pas la structure, même pas les champs, tout ça. Donc, c'était un travail en contrainte, et ce qui faisait la spécificité du défi. Et en plus, il y avait en fait 9 modèles à expliquer. En plus, donc, ce n'était pas un modèle, c'était 9 modèles avec chacun... ces datas d'entrée différentes, enfin c'était quand même. L'organisateur, là, Laurent, est passé vers midi en disant aux équipes oui, j'ai vu que vous étiez encore beaucoup à être sur le modèle 1, ce serait quand même sympa pour la restitution que vous attaquiez les autres. Il y a David qui, dans le chat, nous dit quelque chose qui, je pense, va éclairer tout le monde de façon à vraiment bien comprendre. J'aime bien ce qu'il dit, David. Il dit c'est la position d'un auditeur. Imagine un auditeur externe qui débarque dans une boîte et qui doit certifier les comptes sans forcément aller dans tous les détails de fabrication de la boîte. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Oui, en plus, David est bien placé parce qu'il a participé aussi. Ah, je ne sais pas. Ok. Il me semble. Mais au-delà de tout ça, en fait, donc je vois à peu près la position de la CPR qui est en fait de dire, voilà, on va être obligé de contrôler en fait d'une certaine manière tous ces modèles-là, divers et variés qui sont sur le marché. Et d'une certaine manière, ils veulent avoir des outils pour pouvoir se dire qu'ils vont pouvoir le faire correctement, en fait. Et c'est très louable de leur côté. Est-ce que d'une certaine manière, le fait qu'eux-mêmes, alors, est-ce qu'ils ont eux-mêmes une obligation de dire un peu comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça, il y a une obligation légale pour que l'ACPR dise comment est-ce que l'algo qu'ils vont mettre en place pour pouvoir auditer tous ces modèles-là, est-ce que ça va être public? Et si c'est public, est-ce qu'on pourrait voir dans le futur une sorte d'attaque un peu adversarielle d'entreprises qui justement profiteraient des biais en fait, de ce mécanisme d'auditing? C'est un peu futur, mais j'imagine que c'est des choses qui peuvent être pensées, non? Ouais, mais j'ai le sentiment que vous décrivez, c'est un peu le principe des antivirus aussi. Enfin, il y a une entreprise qui va dire, tiens, moi, je sais comment auditer, je sais comment contrôler, mais il y aura toujours la course voilà, à celui qui craque la première version, on met des patchs, et clairement, la transparence sur cet aspect, elle est très importante, parce que en mettant les informations de façon publique de l'open source, ça permet de mobiliser beaucoup de personnes pour contrôler, mais il y a aussi un risque que ce soit utilisé oui, pour des attaques précises en connaissance du détail. Mais c'est des sujets... je pense que déjà, la partie
vulgarisation, la partie transparence, c'est une première étape cruciale pour une meilleure confiance dans les outils avec de l'IA. Et après, voilà, se poser les questions des risques de ces fameuses attaques de personnes qui iraient titiller les algorithmes. Oui, enfin, l'idée centrale, c'est d'avoir une entreprise qui est réellement un modèle qui passe très bien pour l'éditeur, mais qui, par défaut, ne rentre pas dans l'esprit de la loi, en fait. Comme BMW, non? Ou, enfin, voilà. C'est pas ça, non? Comme quoi, Antoine? Comme des moteurs de voiture qui passeraient le contrôle. Certains moteurs de voiture, oui, mais de façon plus générale, hein, on le voit déjà apparaître sur les attaques adversariales sur les moteurs de recommandation. C'est déjà connu de façon assez grande dans cette communauté-là, de gens. Alors, il y a les attaques très simples qui sont des attaques adversariales de mauvais commentaires un peu par défaut. Hein, ça, on connaît tous si on est sur les réseaux sociaux, mais les attaques qui sont un peu plus fines, où à partir du moment où on connaît en fait la structure même du modèle qui fait la recommandation, on est plus capable de réellement en fait attaquer ce modèle-là de façon à le pourrir, puisqu'en fait le modèle lui-même apprend au fur et à mesure de ses commentaires. Donc, voilà. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est toute la complexité de cette partie transparence et explicabilité. C'est que c'est aussi cette visibilité qui permet de l'améliorer et qui permet de savoir ses failles et de les compenser. Et donc, le fait de dire… c'est le revers de la médaille. En fait, ça, à la fois, ça va permettre de le certifier, mais ça va aussi, c'est ce que veut dire Igor, j'ai l'impression, ça va aussi dévoiler ses faiblesses, les zones potentiellement vulnérables du modèle. Mais… Pour revenir sur les antivirus, il y a aussi cette communication entre les éditeurs et voilà, les hackers blancs ou les personnes qui seraient susceptibles de trouver des failles mais qui ne vont pas les mentionner tout de suite. On est dans cette même logique, effectivement, d'avoir un organisme qui soit référence pour ça, ça a du sens. Mais c'est vrai qu'on se projette parce que pour l'instant, le défi ici, c'est des idées. On n'est pas encore dans une régulation pure et dure. Mais je pense que c'est justement important, Antoine. Je pense qu'au-delà du fait qu'on ait ce début de conversation qui est absolument utile, hein, qui est central potentiellement, hein, parce que justement, on va commencer à avoir de plus en plus de modèles un peu automatiques, je pense qu'il est aussi utile que du point de vue de la puissance, on va dire, étatique, qui met en place ces lois, il y ait au moins une compréhension du fait qu'eux-mêmes sont attaqués dans leur… quand ils mettent leurs algorithmes en, fait, en public, ils donnent en fait une possibilité d'attaque qui est réelle. Ce n'est pas la science-fiction, on le voit déjà dans le commercial pur. Et donc, bon, on peut parler d'exemples très, très particuliers pour les voitures, tout ça, mais on voit déjà ce genre de système attaquer des systèmes automatiques de recommandation. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas penser que ce ne sera pas très vite le cas, en fait, dans la partie audit de modèle, en fait. Voilà, je veux simplement mettre ça sur la table. Je n'ai pas forcément de pion à pousser là-dessus, en fait. Mais c'est un sujet, je pense, complet. Allez, vas-y, Grégoire. Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais mieux comprendre… quand on parle d'audit, on parle de qu'est-ce qu'on veut auditer. Je pense qu'il ne s'agit pas d'auditer la performance du modèle, ça regarde sans doute le client avant tout, hein, d'avoir un modèle de scoring performant. Donc, quand on parle d'audit, qu'est-ce qu'on veut auditer? Qu'est-ce que le législateur voudra auditer? Est-ce qu'on voudra auditer que le modèle est à un certain niveau d'explicabilité? Bon, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce qu'on veut par exemple auditer le fait que le modèle est insensible à une feature entre guillemets dangereuse comme la race ou je ne sais quoi, même si c'est pas dans les données d'entrée. Je ne sais pas, je comprends pas très bien. Est-ce qu'on sait dire qu'est-ce que c'est que quel est l'enjeu de cet audit en fait? Alors, dans le cadre du défi, comme je disais, on avait un contexte, des personnes à qui expliquer. Mais là, je pense que votre question, elle est plus générale. Oui, tout à fait. Non, mais effectivement, s'il s'agit… Oui, ma question est plus générale, effectivement, parce qu'on parlait de…
enfin, qu'est-ce que la CPR, qu'est-ce qu'un organisme régulateur voudrait vérifier? Alors, on se dit, peut-être dans un premier temps, on pourrait se dire que les modèles doivent être explicables. Donc, on pourrait dire qu'on veut vérifier le niveau d'explicabilité des modèles. Voilà, c'est peut-être ça. D'où d'ailleurs le défi, hein, en l'occurrence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres idées, d'autres… Je pense que c'est chacun sa réponse. Il faudrait demander à la CPR ce sujet précis. Après, nous, côté Zellros, par exemple, je parlais au début du rapport éthique, on y rajoute au fur et à mesure des informations. Là, pour la Bossa Nova, on a rajouté un paragraphe sur les variables protégées et où on affiche des métriques pour les sous-groupes de variables qu'on juge sensibles. Par exemple, l'âge, la localisation, le genre. Donc, on n'est pas encore dans une approche où on va faire des modifications sur le dataset ou sur le modèle. On est dans une première approche de transparence, de dire, voilà, le type de réponse positive ou négative, là, pour les hommes, ça va être 50%, pour les femmes, ça va être 40%. Voilà, vous avez cette information, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, l'explicabilité, c'est aussi ça, c'est la transparence d'abord, à mon sens. Mais d'accord, ok. Mais donc, on n'est pas en train de… Bon, là, vous prenez l'âge. Bon, si on prend le genre, c'est déjà un peu plus touchy. Si vous avez un modèle de scoring d'une banque qui dit qu'il faut mieux prêter aux femmes qu'aux hommes, là, on a aussi une limite qui va se créer quelque part. Il va y avoir une… Enfin, c'est le cas en l'occurrence. En cause, c'est extrêmement complexe parce qu'on a aussi des variables qu'on appelle des proxys. Oui, bien sûr. Donc, le titre de la personne ou ses goûts, ses choix peuvent inférer, peuvent donner une idée, en tout cas au modèle, à défaut que ce soit un humain, du genre ou de l'âge. Et donc, c'est un sujet très sensible, enfin très sensible, très complexe et passionnant. Ouais. Tout à fait. Bon, je comprends qu'on est à l'étape 1. Pour l'instant, on explique, on vérifie l'explicabilité. Je pense que on n'aura pas fini les débats après. Et puis c'est une co-construction parce que c'est au fur et à mesure aussi des retours de type des questions ou des échanges qu'on a qui font qu'on se dit tiens, voilà, pour beaucoup de personnes c'est important, donc on va le mettre en avant et petit à petit on va aboutir, j'y crois, hein, à quelque chose qui soit un peu plus universel. Mais il faut savoir aussi que toutes ces histoires d'IA responsable, ça a une composante culturelle très importante. Au Canada, on peut avoir des assurances et des prix différents pour les hommes, pour les femmes. C'est OK. En France, ça ne l'est pas. On est tout à fait d'accord. Enfin, et encore, on ne parle que d'hommes et de femmes. Hein, je veux dire. Oui, je prends les exemples triviaux, classiques. Oui, on va rester calme avant les vacances. Et moi, je voudrais… Moi, ce qui m'a frappé, et essentiellement la présentation, la partie de Marie-Pierre, c'était à quel point c'est pas du tout automatique, hein, tout ça, c'est pas automatisable, parce qu'il y a beaucoup d'expertise métier qu'il faut rajouter dans tes graphiques jaune, bleu, rouge, etc., les plus de 55 ans, les propriétaires, les locataires, etc., toutes ces explications. Il y a énormément d'expertise métier. Enfin, ça nécessite vraiment une expertise métier humaine qui est très conséquente. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Et ma question, c'était est-ce qu'il y a quelque chose qui fait un petit peu le Marie-Pierre, ce que tu viens de faire, les explications que tu as données? Est-ce qu'il y a une NIB qui prend chape et qui fait la couche explicabilité de l'explicabilité, en quelque sorte? Alors, je ne sais pas trop. Antoine, est-ce que tu sais si, par exemple, Chapache, tu sais, qui encapsule Chape, est-ce que lui, il fait un truc un peu plus systématique, qui montrerait les choses qui apportent du sens? Ou alors s'il faut vraiment l'humain, en fait? Il faut vraiment l'humain. Nos amis de la Maïf, voilà. de présenter ça. Mais dans tous les cas, oui, nous, on a Marie, on la garde. Hein. C'est notre expert Chape interne Zellros. Mais c'est vrai que c'est très important cette composante métier, cette composante expertise, parce que la data science reste un outil. Et donc, il faut savoir de quoi on parle pour… voilà. C'est exactement ça qui me faisait poser la question de la différence avec un Kaggle, parce que de regarder ces variables et de se dire il faut une partie humaine pour raffiner la compréhension, moi, ça me fait penser exactement à ce qu'on fait quand on cherche à avoir le bon modèle. Oui, mais la finalité est quand même différente parce que Kaggle, tu vas optimiser des métriques. Et là, on était vraiment dans une démarche de faire comprendre, d'expliquer. Et je pense que c'est ça qui nous a différenciés aussi des autres concurrents.
Ouais, tout à Moi, fait. je voudrais revenir sur le côté stable et robuste parce que la question, en fait, a été mal interprétée. Je ne parle pas de l'entraînement. Je parle de tester la stabilité et le côté robuste en termes face à la boîte noire. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que vous avez testé des personas où, par exemple, il y a un âge qui fait carrément basculer le score dans un autre sens? C'est une très bonne question et on travaille sur ce sujet aussi d'ailleurs dans notre rapport éthique avec des exemples contrefactuels. Donc justement pour tester sur un échantillon une valeur, dans quelle mesure, j'explique ce que c'est contrefactuel, mais dans quelle mesure en faisant varier les autres éléments ou certains éléments précis, on puisse faire basculer la prédiction. Donc dans le cas d'une classification de classe, on prend un exemple, donc par exemple le Julien, là 20 ans, locataire, célibataire, comment est-ce quelle variable on peut faire varier, parce que par défaut on va dire lui il a un gros risque de défaut, et quelle variable on va faire évoluer pour passer dans l'autre camp, pour pouvoir expliquer en opposition. Et donc ça, il y a des techniques qui existent, et justement de générer plein de Julien en faisant varier ces variables en question, et de détecter combien de cas est-ce qu'on en a qui sont dans la prédiction opposée. Et donc ça permet justement de tester la robustesse, parce que à défaut, si jamais on s'aperçoit qu'en fixant certaines variables, ensuite, quels que soient les changements des autres, on a toujours le même résultat de prédiction, on peut considérer que c'est très robuste et que, par exemple, une personne ne pourra pas, même en connaissant, là c'est pour Igor, même en connaissant le détail des variables nécessaires pour remplir son questionnaire santé, ou voilà, à partir du moment où il y a certaines variables qui ne peuvent pas bouger, l'IMC, l'âge, etc., c'est des choses qui ne bougent normalement pas, eh bien, peut-être que juste avec ces variables-là, on aura toujours le même résultat de prédiction, ou toujours dans la même range. Oui, c'était exactement ma question. Voilà, pour y répondre, donc voilà, je disais ce qu'on peut faire, mais on n'a pas eu le temps, on n'est pas rentré dedans dans le cadre du défi. Mais effectivement, c'est un très bon point. Et du coup, question corollaire, il y a un moment où vous avez dit que vous avez généré des personnages plausibles. Pourquoi? Parce que est-ce que le fait de générer des personnages non plausibles n'aurait pas fait apparaître le modèle de manière plus criante? Alors, c'est aussi une très bonne question. Il y a plusieurs plausibles. Il y a plausible, voilà, ça peut arriver, et il y a plausible aussi, c'est impossible. Il y a je vais être plus précis, l'âge. On ne peut pas avoir des valeurs négatives, on peut pas avoir, pour l'instant, je crois que ça doit être 140, on va s'arrêter là. Et il y a des choses comme ça. On n'avait pas intérêt, en plus, dans un temps contraint, à générer des éléments qu'on savait qu'on ne verrait pas. Mais après, c'est juste, et ce qui est intéressant dans la partie persona et génération en mode aléatoire des variables, c'est qu'on se retrouve avec des situations qu'on n'aurait pas forcément pu imaginer en tant qu'humain. Et qu'une personne de 18 ans puisse aussi être propriétaire mariée. Et c'est vrai que peut-être qu'un conseiller, il voit ça qu'une fois, je peux baisser, je vais dire 14 ans marié, bref, un truc qui n'est pas courant, quoi. Et c'est vrai qu'un conseiller auquel on aurait demandé d'imaginer ça, un humain, il n'aurait peut-être pas vu ces choses-là. Donc l'intérêt de la partie code et la partie génération, c'est qu'on puisse être vraiment, et c'était votre point, je pense, exhaustif, et envisager des cas qui sont aussi peu vraisemblables. Mais dans le cas d'une explication pour une personne, on tâchait quand même de se raccorder à quelque chose de plausible, crédible. Moi, j'ai été étonné des données qui étaient présentées sur, je crois, l'âge, qui avait 2 grands blancs dans les 40 ans et puis dans les 30 ans, j'ai l'impression, en fait. Ça venait de quoi, en fait? Ça venait juste du fait que j'ai appliqué le SHAP là, sur le dataset qui était fourni par la CPR, qui était incomplet, en fait. Voilà. Donc, il y avait des trous comme ça dans les plages d'âge. C'était un peu pour nous rendre les choses plus compliquées. Ouais, plus intéressante, on va dire. Ouais. C'est ça, voilà. Ok, il y a une question technique parce qu'on s'approche de la fin. On a un peu dépassé, mais rien de méchant. On a dépassé de 5 minutes. Disons qu'on peut aller jusqu'à 30. Voilà. Alors, très rapidement, Ketsia
une question technique de Ketsia qui concerne la technique. Alors, attendez. Alors, techniquement, vous avez utilisé quel outil? IDE, parenthèse, Django ou Flask? C'est très précis. Hein. Et du point de vue matériel, quelles étaient les capacités de vos machines? Voilà. Ben, je pense que je peux répondre à la fois pour Marie et pour moi. Enfin, on a tous les deux un MacBook voilà, qui date déjà, hein, puisque on a eu en arrivant, on n'a pas encore changé, donc qui date d'il y a 2 ans. Je crois que c'est un 2 cœurs, je crois. Mais je vais en demander un mieux parce que. Enfin, bref. Et donc en IDE, moi j'utilise IntelliJ. Et moi, j'étais sur Jupyter Notebook pour aller vite et voilà. D'accord. Mais pas de cloud. Je pense que sa question, vous Ah avez ouais. pas de Google Colab, ce genre de truc. Non? Ok. Alors, Ok. je n'ai pas utilisé, mais à la réflexion sur le générateur de données, je pense que la prochaine fois, je viendrai avec voilà, un notebook et quelque chose d'un peu plus flexible parce que voilà, pour des soucis de temps aussi et dans la préparation, on a réadapté des choses qu'on avait construit ensemble avec Marie en interne. Et voilà, et l'adaptation de ces outils s'est avérée un peu compliquée en temps contraint et avec la pression. Donc, une prochaine fois, peut-être préparer des solutions plus flexibles. Ok, alors je déroule le chat. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle question qui apparaît. Telegy, non, c'est un. Alors, si personne n'a de questions, ben, on va s'approcher de la conclusion, à moins que... n'hésitez pas, hein, si quelqu'un veut ouvrir son micro, voilà, poser Oui, une dernière bonjour. question, mais une question précise, par contre, précise et rapide, la question. Oui, j'avais une petite question, c'est assez rapide. Je suppose que vous avez utilisé Kernel Chap pour faire ça. Alors, on a plutôt, en fait, moi j'ai utilisé Trishap sur la boîte blanche sur le surrogate modèle. Et par ailleurs, Julien, lui, sur la boîte noire, a encapsulé la prédiction et a utilisé un kernel Chap, effectivement. D'accord, très bien. Voilà. Et au niveau des hyperparamètres, est-ce qu'il y a des réglages ou... Sur kernel Chap, Oui, parce que ça me c'est paramétrique quand même. alors, je pense qu'il a utilisé rapidement les paramètres par défaut. Voilà, ouais, comme on était quand même un petit peu contraint par le temps. Voilà. Ok, merci. De rien. Il faudra renommer boîte noire et boîte blanche en boîte ouverte et boîte fermée. Étant donné qu'on renomme les ouvrages d'Agatha Christie. Non, c'était une petite parenthèse humoristique. Voilà. Igor, Jacqueline, je ne sais pas, vous avez une dernière question, sinon on peut conclure. Si je peux me permettre, vous m'entendez? Oui, vas-y Cyril. Je me demandais, c'était quoi les critères d'évaluation du coup de l'organisateur, puisqu'il n'y avait pas de métrique? Est-ce que c'était la justesse de l'interprétation? Est-ce que c'était la présentation même? Est-ce que c'était justement le scope parcouru, puisqu'il y avait 9 modèles, etc. Est-ce que c'était les petits poneys que vous montriez à la fin? Comment est-ce que, très bien Cyril, hein, comment est-ce qu'on juge quelque chose de ce type-là? Parce que c'est compliqué quand même. Ben, personnellement, j'étais bien content de ne pas être dans le jury. Parce qu'ils ont vu donc 12 prestations de 5 minutes où on présentait des résultats à chacun, et ainsi qu'un document mais qui était assez complet. Hein, et donc pour ça que voilà, merci Isis d'avoir fait le chef d'orchestre sur ce sujet, où il fallait vraiment remplir, voilà, c'était surtout des questions fermées, mais il y avait un dossier, voilà, un bon gros rapport qui a été fourni à l'issue de la première journée de TechSprint, donc à 18h. Et donc, d'après ce qu'on a compris, ils ont pris ça en compte, d'une part, pour la partie plus technique. Et ensuite, ils ont assisté donc, aux 5 minutes de présentation de chacune des 12 équipes. Et de ce qu'on peut comprendre, hein, parce que sur le podium, donc, les équipes qui étaient surtout dans des approches assez innovantes. Je crois que Quantmetry, ce que je me rappelle, ils ont fait un jeu de rôle où il y avait une personne qui était censée être client, qui appelle, l'autre qui répond et qui lui donne des éléments. Nous, on a eu cette approche-là avec les profils types, les personas. Donc, il y a cette approche plus innovante. Donc, je ne saurais pas dire sur quoi ils ont jugé, mais je peux dire ce qui a été présenté. Effectivement, les autres solutions étaient très techniques et beaucoup moins compréhensibles humainement, en fait, hein, si on regarde bien. Donc, tout le monde a montré des graphes de Chap et tout, et ce n'était pas hyper
pour des gens qui ne sont pas techniques, puisque le juré n'était pas technique, eh bien, c'était un petit peu difficile, alors que voilà, les 3 premiers ont fait des choses plus sympathiques et compréhensibles par tous, en fait. C'était ça. Hein. On va dire qu'ils étaient user-centric. Ouais, et Yes. user-friendly. Moi, je pense que c'est le futur, de manière un peu présomptueuse, je pense que c'est le futur de la data science, de ce qui attend les data scientists, qu'avec les solutions AutoML et compagnie, il y aura de plus en plus de choses qui vont s'auto-tuner dans tous les coins, et qu'au contraire, le data scientist, on va vraiment l'attendre exactement sur ce que vous venez de faire, et que c'est quelque chose qui va vraiment être amené à se généraliser. D'ailleurs, votre boss, Christophe, il nous avait envoyé avec Igor un email très intéressant qui mentionnait un travail de Andrew Ng. Je parle de Christophe Bourguignat, le CEO de Zelros. Voilà. Et donc, il avait mentionné un travail en cours de Andrew Ng qui consiste justement à aller sur cette voie-là et non plus tuner trop les modèles, mais tuner plutôt les datasets, s'occuper du dataset, qu'est-ce qu'on peut en faire et ainsi de suite. Et ça semble être quelque chose qui va prendre effectivement de l'ampleur. Enfin, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus. On peut y participer jusqu'à septembre, parce que j'ai compris. Oui. Avis aux amateurs. Donc là, oui, il s'agit de reprendre les données, de les adapter, de faire de la data augmentation, ce genre de choses, et puis ensuite de repasser toujours dans le même modèle, et de voir si c'est plus efficace ou pas. Et c'est une vision très intéressante. Moi, je n'ai pas compris en fait l'intérêt de ce truc-là. J'ai lu au moins une fois la page de Andrew. Je n'ai pas compris l'intérêt de ce truc-là en fait. Il faudrait qu'on m'explique un jour. Peut-être que j'ai tout l'été pour y penser en fait. Mais est-ce que en 2 phrases, tu peux m'expliquer pourquoi on doit changer les données? Enfin, moi, ça me perturbe ça. Les 2 phrases. Tu as des données, tu appliques un modèle, et si ton modèle est déjà performant, et on le voit avec beaucoup de plateformes d'auto-ML, de choses comme ça, on peut avoir tout de suite des choses assez intéressantes en termes de paramètres automatiques. Ouais. Ensuite, tu vas pouvoir améliorer vraiment souvent de très peu en travaillant beaucoup sur le modèle. Ça. Et la remarque que faisait Andrew Ng, c'est que en partant des données et déjà en travaillant sur la qualité des données, mais souvent ce qui est sur Kaggle, c'est déjà fait. Mais dans la vraie vie, c'est ce que j'ai pu voir chez Total ou chez Zelros, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, là, il y a un gros travail d'adaptation des données, ne serait-ce que sur la partie labellisation, c'est-à-dire que tu donnes les mêmes instructions à 2 personnes, la labellisation ne sera pas nécessairement la même. Sur l'image, ils vont cropper, ils vont pas pointer du doigt les mêmes choses. Bref, la qualité des données est très importante. Et aussi, la façon dont tu vas augmenter tes données, que ce soit du texte ou de l'image, ça peut vraiment influencer le résultat. Et ce que vous avez remarqué en Ng, c'est que la capacité d'actionner une meilleure performance, elle est très significative sur cette partie-là. Alors que maintenant, des bons modèles, on sait en faire rapidement. D'accord, ok. Voilà. Très bien, compris, très clair. Moi, je n'ai pas de questions. En fait, moi, j'avais une remarque. Christophe était une des premières personnes à venir parler au Paris Machine Learning Meetup. Vous continuez un peu la tradition, donc il est votre boss, donc ça veut dire en fait que vous devez en fait revenir pour présenter de façon à ce que vous demandiez, quand vous serez boss vous-même, demandiez à vos ingénieurs de venir parler au Paris Machine Learning Meetup, qui a maintenant presque 6 à 7 ans d'exploitation, on va dire. Donc, on est content de vous avoir eu pour ce dernier meet-up de l'année, enfin de la saison, qui était un peu compliqué, en fait. Voilà. Franck, tu as des choses à dire, Jacqueline, et puis on va y aller, peut-être? Non, rien à ajouter. C'était absolument passionnant. Je remercie donc nos interlocuteurs. On l'a mentionné à plusieurs reprises, c'est quelque chose d'assez troublant. D'ailleurs, les questions au départ, on a un cerveau, on voit qu'on a un cerveau quand même assez fermé. Vous êtes arrivé sur une approche et un challenge qui sort complètement de ce dont on a l'habitude de parler. Et du coup, ça a rendu la chose absolument passionnante. Je pense qu'on va vraiment en entendre parler, absolument. Et pour rebondir effectivement sur ce que disait Igor, si vous voulez revenir et peut-être nous parler de manière plus précise de cette fameuse approche là dont on vient de parler, le tricking des data, je ne sais d'ailleurs même pas le nom que ça a, cette approche.
n'hésitez pas, à partir de septembre, ce sera assez passionnant. Voilà. En tout cas, moi, je tenais à vous remercier. Jacqueline, c'est à toi, si tu veux dire quelque chose. Merci à tous. Merci aux speakers, c'était vraiment passionnant. Juste une petite question qui est ma marotte personnelle. Est-ce que lors du challenge, on a essayé d'évaluer la compensation carbone de ce challenge? Est-ce qu'à un instant donné, quelqu'un a posé la question? Et c'est OK de dire non. Non. Ok. Et on a rajouté Merci. notre rapport éthique, justement, parce que Voilà. c'est important et qu'avant que ce soit un argument de différenciation entre modèles, déjà, qu'on en ait l'information. C'est la Exactement. Merci. OK. Merci, merci à tous les deux. Merci à tous ceux qui ont posé des questions ou à ceux qui ont posé des questions à travers le chat. Donc, on essaie de vous retrouver la saison prochaine. Je ne sais pas dans quel format, si ça va être en physique ou pas. On ne sait pas. Enfin, tout le monde a vécu cette année et demie de la même façon. Donc, voilà. On va essayer de faire quelque chose de différent. Mais merci d'être venu aujourd'hui. Et puis, donc, à plus tard. Au revoir. Merci beaucoup. Oui, merci à tous. Bonnes vacances. Merci à tous. Merci. Bonnes vacances. Pour ceux qui en prennent, allez. Tu arrêtes l'enregistrement, Franck, s'il te plaît?